bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading ce matin. Petite inversion, d'habitude je commence par la matinale trading et après Théo prend le relais sur la matinale news. Ce matin, on a inversé, petit changement, mais ça revient au même de toute façon. Donc ça y est, je suis de nouveau fibré, j'ai la fibre optique qui est arrivée ce matin dans mon nouveau logement, donc tout est parfait. On va avoir une bonne connexion et ça tombe bien parce qu'on a plein de choses à dire aujourd'hui. On va déjà dans un premier temps, évidemment, faire un retour sur les résultats d'inflation. Hier, on va faire un débrief complet du compte-rendu de la Fed qu'on a eu hier soir. On va aussi faire un point sur les différents marchés, crypto, marché actions, devises, matières premières, etc., etc. Et ensuite, on se concentrera sur la fin de semaine, donc avec déjà un certain nombre de résultats cet après-midi qu'on suivra aussi en direct, d'accord, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage comme d'habitude et les prix à la production aux États-Unis. Et voilà, on fera vraiment une analyse complète de Bitcoin et d'Ethereum puisqu'il y a pas mal de choses à dire. On parlera aussi d'FTX, d'Ethereum qui font beaucoup de bruit, des fois pour pas grand-chose mais qui en font quand même. Donc plein de choses super intéressantes à dire aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans le chat. Je ferai des petites pauses de temps en temps pour y répondre. Allez, c'est parti, on va commencer par faire un premier petit tour du marché, dans sa globalité. Un marché dans le vert ce matin, Bitcoin qui est repassé au-dessus des 30 000 $, au-dessus des 30 100 $, Ethereum qui se maintient pour le moment au-dessus des 1900 $, et un marché altcoin qui visiblement se porte extrêmement bien. Donc ça, c'est déjà un bon point positif. Du côté de l'indice Fear and Greed, même chose, on reste dans un niveau de confiance relativement important avec un indice à 61 aujourd'hui. Et tout ça, comme je vous le disais, s'explique par un Bitcoin qui se maintient pour le moment au-dessus des 30 000 $. Alors il ne faut pas non plus trop s'emballer et crier victoire trop vite puisque le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est déjà plutôt intéressant. Ça, c'est une première chose à dire. Du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Et sur les deux tokens, eh bien, on observe une certaine respiration, comme vous le voyez, même si Ethereum semble ce matin, et depuis hier soir, un petit peu plus décidé à aller chercher des performances. Est-ce que c'est dû à la mise à jour Ethereum, à la mise à jour Chapella qui a été implantée cette nuit? Je ne sais pas, on y répondra un petit peu plus tard dans le live. Bon, maintenant que ça c'est dit, à quoi il faut s'attendre? Est-ce que Bitcoin va prolonger sa tendance haussière et repartir en direction des 30 600 $? Ou est-ce qu'on va continuer à se stabiliser pour potentiellement ensuite revenir chercher cette FVG? Alors déjà, pour comprendre, la première chose qu'on va regarder, c'est les volumes et l'order flow. Ça, on vous le dit depuis quelques jours, il y a clairement un manque de volume sur Bitcoin. La majorité des volumes, c'est des traders agressifs qui sont sur le marché et qui spéculent. Du coup, c'est des volumes qui ne sont pas forcément de très bonne qualité et ça peut poser des problèmes de liquidité et donc créer beaucoup de volatilité. La deuxième chose qu'il va falloir qu'on regarde, c'est les maps de liquidité. Où est la liquidité? Où le marché va avoir besoin d'aller? Eh bien, vous le voyez, on a deux pics principaux proches de nous. Un aux alentours des 29 200 $ et un autre un petit peu plus haut aux alentours des 30 400. Donc, on peut déjà imaginer que Bitcoin devrait devrait tout simplement venir chercher ces différentes zones. Attention, puisqu'on a aussi un autre pic de liquidité important aux alentours des 28 400 $. C'est la raison pour laquelle on va identifier deux scénarios. Soit on va d'abord venir prendre cette liquidité aux 30 400 et ensuite récupérer ce qu'il y a en bas. Soit on va d'abord récupérer ce qu'il y a en bas et ensuite on va prolonger la tendance haussière et par la même occasion récupérer tout ça. Personnellement, le deuxième scénario me paraît plus plausible et en plus de ça, plus intéressant. Donc l'idéal, vous voyez que ça correspond parfaitement à nos zones. 29 200, le haut de la structure précédente, 28 800, la FVG. Donc l'idéal, ça serait que Bitcoin vienne dans cette zone et ensuite reparte vers le haut. D'ailleurs, c'est exactement le scénario que je vous avais partagé en début de semaine où je vous avais dit, moi je vais mettre un prix d'entrée sur Bitcoin dans cette zone avec pour objectif derrière d'aller chercher les 31 000 $ ou même les 32 000 $. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif. Alors attention, on peut très très bien aussi faire ça, ça et ça. C'est aussi faisable et c'est aussi possible. Mais en tout cas, il faut absolument regarder où est la liquidité pour comprendre où le marché va avoir besoin d'aller. Donc là, on le sait, maintenant on n'a plus qu'à observer et quand on va avoir des confirmations, on pourra rentrer en position. Du côté d'Ethereum, on va regarder aussi un petit peu les scénarios qui sont identifiables et qu'on peut mettre en place en fonction de ce qu'on a sous les yeux. Donc Ethereum, vous le savez, voilà, on est toujours dans cette position avec ce long, c'est rebond sur la structure qui est parfait, d'accord, c'est très bien. Maintenant, où est la liquidité?
Bah là, sur Ethereum, c'est un petit peu différent. Sur Ethereum, il n'y a quasiment plus rien à revenir chercher en dessous, en fait. Par contre, au-dessus, on en a. Là, d'ailleurs, vous voyez un gros pic de liquidité sur lequel on arrive, au niveau des 1920 $. Bah voilà, on est en plein dedans. Donc, attention déjà au comportement du prix dans cette zone. Donc là, sur Ethereum, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Et on devrait plutôt continuer la tendance haussière sans forcément avoir besoin de faire un gros retracement. L'autre chose à dire, c'est du côté de l'open interest. Je vous ai dit il y a quelques jours, il y a de l'open interest qui se réveille sur Bitcoin, sur Binance. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre sur le marché. Là, ce qu'on observe du côté de l'open interest, c'est que, en fait, on a l'impression que les traders, ils veulent plutôt qu'Ethereum aille vers le haut plutôt que Bitcoin. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les traders qui tradent avec des gros leviers, les traders agressifs, ils souhaitent qu'Ethereum augmente plus et que Bitcoin baisse davantage. Donc, le problème, c'est qu'on va avoir du coup beaucoup de leviers qui vont être impliqués sur cette zone actuelle, sur la zone actuelle. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que être en short aujourd'hui sur des paires comme Ethereum, sur une paire comme Ethereum, c'est être pile poil dans la zone de douleur maximale. Donc personnellement, j'ai envie de vous dire, je suis plutôt haussier sur Ethereum, d'accord. Sur Bitcoin, pour le moment, je pense plutôt à une latéralisation, voire un petit retracement. Mais Ethereum commence à être vraiment intéressant, à être vraiment dans une configuration haussière. Peut-être qu'il va pouvoir prendre le relais. On va regarder aussi voilà, la dominance de Bitcoin. Est-ce qu'elle est en train de se stabiliser enfin ou elle est toujours en train de pumper? Bon, peut-être, ouais, elle a quand même cassé le range. Hein. Elle a quand même cassé le range. Ouais. Donc une dominance du Bitcoin qui reste forte. L'idéal, ce serait vraiment que cette dominance se stabilise, en fait, ou même retrace un petit peu, ce qui permettrait derrière à Ethereum de prendre le relais, qu'on ait une première rotation tout simplement, et cela permettrait ensuite aux alts de valider leur configuration haussière. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur à la fois les graphes, les charts sur Bitcoin et Ethereum, et à la fois un petit peu ce qui se passait sur le marché en termes d'open interest, en termes de liquidité, etc. Puisque vous le savez, c'est quand même des choses très importantes à prendre en compte. On n'oublie pas évidemment toute la liquidité et la FVG qu'on avait laissée aux 20 000 et aux 21 000 $, mais ça, pour le moment, c'est pas forcément d'actualité. Alors, je vais regarder un petit peu vos premières questions maintenant qu'on a fini cette première partie d'analyse, et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite, parce qu'il y a plein de choses importantes à dire. Alors, merci à tous ceux qui sont là d'ailleurs ce matin, j'espère que vous allez bien. LQTY en longue en H1, t'en penses quoi? On va regarder ça après, Drisco. On va regarder ça après. Arrête ton baratin, tu veux nous faire le trader ici. D'accord, bonne remarque Yous, très constructif, merci beaucoup. Ouais, on va regarder le Solana après Dimitri, t'inquiète pas. C'est sur quel site qu'on regarde les liquidités? Moi je les regarde sur The Kingfisher, Coin Analyse aussi. Kingfisher c'est pas précis, tu devrais regarder Trading Lights, je trouve ça plus facile à lire. Moi je suis très satisfait avec The Kingfisher, hein. Je trouve que les charts, enfin les graphes sur The Kingfisher sont très faciles à lire. Après par contre c'est vrai que The Kingfisher c'est un peu cher. The Kingfisher, j'utilise surtout pour les open interest. Ouais. Ethereum BTC est dégueulasse. C'est ça. C'est exactement ça le problème, Joe. Je suis tout à fait d'accord. C'est que la paire Ethereum BTC est pas du tout bonne. Bonjour Féfé. FTT, on va en parler. On va en parler de ce qui se passe sur la FTT. Ne vous inquiétez pas. Tu utilises quels indicateurs sur tes graphiques? Alors ça dépend sur quel graphique. Là, tu vois qu'on était sur des indicateurs de liquidité, donc sur The Kingfisher directement. D'accord, donc avec les volumes, avec l'open interest. Sur mes graphes, tu vois que je traite principalement le prix, mais je vais m'aider de Ishimoku et Fibonacci dans certaines situations. Bref, alors comme vous l'avez vu, effectivement, on a un certain nombre de tokens qui se réveillent et qui nous font des petites performances intéressantes ces derniers jours. Alors qu'est-ce qui se passe sur le marché? Eh bien rappelez-vous, hier après-midi, pour ceux qui étaient là sur le live, je vous ai dit, les gars, FTT est en train de bouger, Solana est en train de bouger, et les cryptos de l'écosystème FTX sont en train de se réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous ai dit, ah non, c'est dégradé ça. Et je vous ai dit, à mon avis, il y a des gens qui sont au courant d'une news dont on n'est pas encore nous au courant, et il va se passer quelque chose. Résultat, hier soir, qu'est-ce qu'on apprend? FTX a récupéré 7,3 milliards de dollars et compte relancer l'exchange au cours du deuxième trimestre 2023. Qu'est-ce qui se passe directement? Le cours du FTT s'envole et imprime plus 123% en l'espace de quelques heures. Même chose pour Solana, qui fait de très très belles performances depuis quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a un écosystème FTX qui se réveille et qui commence à donner des bonnes nouvelles. Alors, attention, il ne faut pas s'emballer, il est encore très très tôt pour confirmer tout ça. Mais du coup, ça explique
les belles performances, notamment sur le FTT. Personnellement, je ne suis absolument pas positionné dessus et je ne vous recommande absolument pas d'être positionné dessus puisque c'est des mouvements très impulsifs, pas du tout sains et pas forcément fondés. Donc ça peut être extrêmement risqué. Donc faites très très attention à vous. C'est potentiellement des gros risques à prendre de se positionner sur ce genre de token. Bref, ça je voulais en parler un petit peu plus tard, mais vu que vous voulez savoir ce qui se passait, je vous en parle maintenant. Donc voilà, effectivement, FTX a annoncé avoir récupéré plusieurs milliards de dollars. Et donc là déjà dernièrement on avait appris qu'FTX allait rembourser ses clients, donc c'était déjà une première nouvelle, première bonne nouvelle. Là on a appris qu'FTX récupérait des fonds et qu'il voulait relancer l'exchange. Donc voilà. Alors maintenant ma question moi, et vous allez me dire dans le chat ce que vous en pensez, est-ce que si FTX se relance, vous allez faire de nouveau confiance à l'exchange et vous allez de nouveau l'utiliser? Personnellement je pense que oui, parce que de toute façon c'était une plateforme que j'utilisais juste pour le trading. Donc pour moi aller sur FTX ou sur d'autres exchanges pour faire du trading, bah dans tous les cas, ça reste un risque parce que c'est des exchanges centralisés. Donc dans tous les cas, ça comporte des risques. Alors évidemment, je vais attendre de voir comment ça se passe. Je ne vais pas me jeter la tête pour la première dans FTX, hein, bien évidemment que non. Mais voilà, si les choses sont bien faites et s'il y a un bon équilibre qui est remis en place, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouvais qu'FTX c'était vraiment l'une des meilleures plateformes en fait, tout simplement de trading sur les exchanges centralisés qui a pu exister. Bref. On va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus concret et un petit peu plus intéressant désormais. On va faire un compte rendu déjà on va reprendre un petit peu les résultats d'inflation qu'on a eu hier aux États-Unis parce que ça c'est un résultat très très important et je vais en profiter pour vous réexpliquer un petit peu pourquoi c'était une bonne nouvelle ou pourquoi c'était une mauvaise nouvelle. Alors hier on a eu deux choses importantes, comme vous le savez, on a eu les résultats d'inflation aux États-Unis et le compte rendu de la Fed. Les résultats d'inflation ils ont été positifs. Pourquoi? Parce qu'on a une inflation qui a baissé et qui a baissé même plus que prévu. Précédemment, on avait un taux d'inflation à 6%. Le consensus analyste estimait un taux d'inflation à 5,2% et finalement, on a eu un taux d'inflation à 5%. Donc, très bon résultat. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, une inflation qui baisse, c'est bon signe dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que veut la Fed. Une inflation qui baisse, ça veut dire potentiellement une Fed qui ralentit les taux d'intérêt directeurs, qui se rapproche de ses objectifs, et donc un dollar qui baisse et qui laisse plus de place aux autres assets, actions, matières premières, crypto-monnaies. Donc ça, c'est déjà une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que ce résultat d'inflation, il est encore bien éloigné de l'objectif à 2%. Et ça, d'ailleurs, la Fed l'a rappelé dans son compte-rendu qu'on va détailler juste après. On est encore loin d'avoir terminé le boulot. Ça va être encore long. On va continuer d'hausser les taux d'intérêt directeurs. Ça, Jérôme Powell nous l'avait déjà dit lors des précédents FOMC et lors des rencontres avec le Trésor américain. Donc ça n'a pas changé. La qualité est incroyable. T'as vu ça? C'est trop bien. T'as vu ça Théo? La qualité elle est vraiment cool. Donc ça c'est déjà une première chose à dire. Maintenant j'en profite pour vous expliquer une petite chose. Des fois il y a certaines personnes qui me disent mais Alex, pourquoi le fait que l'inflation baisse c'est une bonne nouvelle? Pourquoi le fait que le chômage monte c'est aussi une bonne nouvelle? En fait c'est ce que je vous disais hier soir. Ça dépend du contexte. Aujourd'hui un chômage qui monte c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Pourquoi? Parce que le chômage, c'est un moyen pour la Fed, c'est un outil pour la Fed de contrer l'inflation, de réduire l'inflation. Mais évidemment que dans d'autres contextes, par exemple dans un contexte de marché où les marchés vont évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des estimations de bénéfices, un taux de chômage qui monte, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que du coup il y a moins de gens au travail et du coup une économie qui ralentit. Ça aussi, on va y venir après. Donc voilà un petit peu les résultats d'hier. Attention, c'est pas les seuls résultats qu'on va avoir dans la semaine, puisque cet après-midi, on aura encore une fois les prêts à la production et le chômage. Ça, on y reviendra juste après. Là, maintenant, on va faire un petit débrief de ce qui a été dit, lors du compte-rendu de la Fed hier. Alors, je vais vous prendre mes notes. Je me suis fait des petites notes pour vous expliquer ça. D'ailleurs, de toute façon, je vous ai rédigé un thread Twitter ce matin pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été dit, tout simplement, quel compte-rendu on peut faire. Alors, la première chose à dire, c'est que les responsables de la Fed se sont mis d'accord pour abaisser les taux d'intérêt en raison de la crise bancaire. Ça, on le savait, on l'a vu lors du précédent FOMC, il y a eu effectivement un ralentissement des taux d'intérêt directeurs pour préserver le système bancaire. Ça, c'est une décision qu'a pris la Fed, voilà. Les banques américaines ont été en difficulté, et donc ils ont pris deux décisions, ralentissement des taux d'intérêt directeurs, injection de liquidité à hauteur de 2000 milliards de dollars. Évidemment, cette injection de liquidité, c'est aussi quelque chose qui peut alimenter l'inflation. Donc attention. Attention. Il y a trop de bruit, on n'entend pas. Ah,
Bruit infernal avec ton ventilateur. Mince, désolé. Désolé. Ok, je pense que ça va être mieux comme ça. Du coup, donc, la Fed, je disais, ont pris la décision d'à la fois ralentir les taux d'intérêt directeurs et à la fois d'injecter de la liquidité sur les marchés pour préserver le système bancaire. Ça, on le savait. Ensuite, on a appris aussi dans le compte rendu de la Fed qu'il y avait un certain nombre des membres du FOMC qui souhaitaient suspendre complètement les hausses des taux au mois de mars dernier. Alors, ça n'a pas été fait, mais c'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement, parce qu'il y avait un certain nombre des membres qui disaient « Moi, on pense qu'il vaudrait mieux stopper complètement la hausse pour le moment pour préserver le système bancaire. » Mais ça aurait été un très gros risque, puisque du coup, ça aurait laissé davantage de place à la récession. Le troisième élément, et ça c'est un petit peu une nouveauté, la Fed prévoit une récession légère à partir de 2023. Alors, évidemment, ça on le savait, hein, moi ça fait des semaines que je vous en parle et je vous dis qu'on va se manger une récession en 2023. Pour le moment, la Fed parle de légère récession. En réalité, elle sera probablement bien plus forte que ce qu'on pense. Hein. C'est comme quand Christine Lagarde nous disait « Ne vous inquiétez pas, on ne devrait pas avoir d'inflation ». Après, elle nous a dit « Ah, aussi, en fait, on va avoir de l'inflation, mais un tout petit peu ». Bah, au final, non, on a de l'inflation, on en a pour de vrai et on a des vrais prix qui augmentent. Là, c'est la même chose. La Fed dit pour le moment, pour ne pas faire flipper tout le monde, on va avoir une légère récession. Non, en réalité, la récession qui commence à montrer un petit peu, à se montrer là, et qui commence à arriver, elle sera probablement assez forte. Je vois pas pourquoi et dans quel monde on aurait une récession qui serait seulement légère et de court terme. Une phase de récession, c'est en plus une phase un petit peu vicieuse, un petit peu un cercle vicieux, dont des fois il est très très compliqué d'en sortir. Quatrième élément, tous les responsables ont soutenu une hausse de 25 points de base au mois de mars dernier. Cinquième point, le gouvernement américain a enregistré un déficit de 378 milliards de dollars au mois de mars. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. La crise des banques, la guerre en Ukraine, la géopolitique qui est très tendue. Enfin bref, il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais du coup, le gouvernement américain qui perd beaucoup d'argent. Et c'est aussi dû aux politiques monétaires de la Fed, hein, ça très clairement, et le FMI d'ailleurs l'avait très très bien dit début de semaine. Bref, pour conclure tout ça, la Fed, elle veut tout simplement continuer d'hausser les taux d'intérêt directeurs, mais ça on le savait déjà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de volatilité hier sur les marchés lors du compte rendu. Le problème c'est que la Fed, il semble un petit peu désuni, et moi c'est ça un petit peu qui me fait flipper, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont un peu dans le flou, qu'ils sont un peu dans l'incertitude, et ils naviguent un petit peu à vue, j'ai l'impression la Fed. Et voilà, ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Alors l'objectif reste le même, 2% d'inflation, d'accord. Mais comment on y arrive, ça j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Donc voilà. Bref, de toute façon, on verra d'ici un mois, lors du prochain FOMC, quelles seront les mesures prises. Est-ce qu'on aura une continuation dans la hausse des taux d'intérêt directeurs ou pas. Donc ça, on verra. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va avoir aussi des résultats qui vont être intéressants à suivre. Comme d'habitude à 14h30. D'ailleurs, on sera en live à ce moment-là pour suivre ça directement avec vous. Donc là, hop, aujourd'hui. Alors, on a déjà eu des premiers résultats ce matin. D'ailleurs, je vais faire un petit retour aussi sur ça. Ça va être intéressant. On a eu le taux de chômage en Australie. D'ailleurs, donc pour ceux qui traitent les sessions asiatiques et le Forex, c'est un résultat important. 3,5%. Chômage qui diminue, qui se stabilise, en Australie. On a eu les résultats d'exportation-importation en Chine. Donc, on voit que la Chine exporte de plus en plus et importe de moins en moins. Donc ça c'est très représentatif, on parlait de géopolitique hier soir, c'est-à-dire que le monde a de plus en plus besoin de la Chine, et la Chine a de moins en moins besoin du monde. Si on résume, c'est un peu ça. Vous voyez les importations qui ont diminué. Ensuite, on a eu le résultat du PIB au Royaume-Uni, on a eu les résultats d'inflation en Allemagne, résultat d'inflation plutôt positif. D'ailleurs, vous voyez que l'inflation ralentit un petit peu en Allemagne. On est passé de 8,7% à 7,4%. Alors, ça reste des taux d'inflation qui sont très 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 élevés. Mais on commence à respirer. Alors, attention aussi avec ces résultats d'inflation parce qu'ils sont un petit peu faussés. En réalité, oui, l'inflation diminue. Mais par exemple, en France, on a aussi une inflation qui diminue. Mais on a des prix de l'alimentaire qui explosent. Donc attention, il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, ça va être ces deux résultats, 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, comme tous les jeudis, aux États-Unis. Cette semaine, les analystes tablent sur une hausse du chômage à 232 000 inscrits, contre 228 000 précédemment. Et on aura ensuite, au même moment, les prix à la production mensuels, donc sur le mois de mars,
aux États-Unis. Donc deux résultats qui vont être très importants à suivre et qui pourraient créer un petit peu de volatilité sur les marchés. Donc c'est pour ça qu'on sera en live cet après-midi pour suivre tout ça en direct avec vous. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. On va évidemment parler de la mise à jour Ethereum qui s'est implantée cette nuit, puisque c'est quelque chose quand même un petit peu d'important, comme vous le savez. Donc je pense que Théo vous en a déjà parlé ce matin, mais on va y revenir, puisque du coup forcément c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact potentiellement sur le cours d'Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement concernant cette mise à jour? Vous le savez, il y en a eu deux, et une de ces deux mises à jour fait que on a en fait une certaine quantité d'Ethereum qui vont être unstackés, qui vont être débloqués. Alors certains disaient, ah bah là, il va y avoir plein de gens qui vont se retrouver avec des Ethereum, ils vont les vendre, ça va faire un gros volume vendeur, et Ethereum, il va s'écrouler. Alors, sauf qu'en réalité, pas forcément, puisque déjà, il y a une grosse majorité des Ethereum qui sont en perte, c'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas forcément intérêt à les vendre. Et la deuxième chose, c'est que ce déblocage va se faire progressivement. Heureusement, d'ailleurs. Donc au final, pas forcément d'impact négatif. Et d'ailleurs, on le voit. La mise à jour a été implantée cette nuit, absolument aucune volatilité. Il y a des gens hier soir qui me disaient « Ouais, tu vas voir, ça va monter », d'autres qui me disaient « Ouais, tu vas voir, ça va descendre ». Au final, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ces mises à jour, à long terme, enfin moyen-long terme, elles vont permettre à Ethereum de se valoriser d'une meilleure manière. Ethereum est de plus en plus déflationniste, Ethereum est de plus en plus rare, Ethereum fonctionne de mieux en mieux, Ethereum apporte de plus en plus de solutions. Enfin bref, Ethereum est de jour en jour s'améliore. Donc logiquement, on devrait aussi avoir un token qui va s'améliorer, puisque c'est un token qui va être plus utilisable, plus scalable, plus utilisé aussi, qui va avoir plus d'utilité, qui va servir à plus de choses. Un écosystème Ethereum, on le voit aujourd'hui, qui se développe de plus en plus avec les R2, les R3, etc., avec la DeFi aussi. Donc c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire. C'est tout bénef et c'est clairement positif pour Ethereum. Maintenant, graphiquement, moi, voilà, je suis toujours en longue. J'aimerais bien qu'on arrive enfin à break cette structure pour aller chercher les 2000 $, parce que ça va faire quand même plusieurs fois qu'on vient buter dessus, donc il serait temps qu'on la break. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, les acteurs sur le marché semblent plutôt décidés à voir un Ethereum performer plutôt que Bitcoin. D'accord. Les acteurs sur le marché sont quand même relativement agressifs sur Ethereum en termes de trading. Maintenant, le problème, c'est que la paire Ethereum-BTC est pas belle. Le problème, c'est que la dominance du Bitcoin reste haute, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, malheureusement, pour le moment, ça ne laisse pas de place à Ethereum. Donc ça, c'est une première chose. Enfin, c'est pas une première chose, mais c'était une chose à dire assez importante. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme petite chose intéressante à dire ce matin? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Je pense que Théo a dû vous en parler un petit peu. On a notamment le Texas qui souhaite créer une crypto directement adossée à l'or. Donc c'est un projet de loi qui vise aussi, je lis en même temps mes notes, hein, c'est normal. Ce projet de loi qui vise du coup à créer une monnaie numérique qui va être garantie par des réserves d'or qui vont être détenues par Texas Bullion Depository. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir une crypto, un token adossé à l'or. Ça montre encore les innovations qui sont possibles. Aux États-Unis toujours, on a, après l'Arkansas, l'État du Montana qui a adopté un projet de loi pour protéger les mineurs de Bitcoin. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, puisque dans ces projets de loi, en fait, on intègre aussi le fait que les taxes et l'usage de crypto-monnaies comme moyen de paiement seront interdites. Alors, pas l'usage, pardon, j'ai mal dit. Les taxes sur l'usage de crypto comme moyen de paiement. Donc en gros, ça veut dire que vous ne serez pas imposé sur vos cryptos. Donc ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, on a les législateurs, les régulateurs du gouvernement qui essayent de contrer les cryptos, qui essayent de réguler les cryptos de manière très stricte. Et on a à l'inverse les États américains, de manière beaucoup plus locale, qui eux vont à l'encontre des mesures des régulateurs et des législateurs, et qui s'ouvrent en fait totalement aux cryptos. Alors ça fait déjà plusieurs mois qu'on le voit. Hein. On l'a vu avec par exemple les maires de Miami, de New York, qui recevaient leur salaire en Bitcoin, qui voulaient intégrer des cours de Bitcoin à l'école. En fait, on voit vraiment une séparation aux États-Unis entre le gouvernement qui agit d'une manière plutôt conservatrice sur les cryptos, et d'un autre côté, les élus locaux, les États, qui s'ouvrent aux cryptos de manière vraiment très intéressante. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles.
Autre actualité qu'on a eu ce matin, c'est MetaMask. Alors on l'a appris hier, mais MetaMask du coup qui a intégré la fonctionnalité Bridge directement sur les wallets. Donc ça c'est très très bonne nouvelle, puisque ça va permettre du coup de prendre en charge un certain nombre de blockchains, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche, etc., etc. Et ça vous permettra en fait de transférer des fonds des blockchains différentes de manière bien plus simple, sans vous dire ah est-ce que j'envoie sur le bon truc, etc. Donc c'est aussi là une très très bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans de l'analyse technique, sur de la prise de position, et puis je vais répondre désormais à vos questions. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Alors je vois qu'il y en a qui me reposent justement des questions sur le FTT. Je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si le FTT performe, c'est tout simplement parce que FTX hier soir a annoncé avoir récupéré plus de 7,3 milliards de dollars et ils ont annoncé aussi vouloir relancer l'exchange au cours du deuxième trimestre 2023. Donc forcément, le FTT a réagi à la hausse immédiatement, tout comme d'autres cryptos de l'écosystème tels que le Solana. Donc voilà, alors on va pouvoir rentrer dans l'analyse technique comme je vous disais, donc n'hésitez pas à poser vos questions, dites-moi si vous voulez qu'on analyse certaines cryptos, certains actifs, précisez-moi s'il vous plaît les unités de temps sur lesquelles vous voulez qu'on analyse de manière à ce que je vous réponde de la manière la plus précise et pertinente possible. Alors on va commencer avec le LQTY que Drisco m'a demandé tout à l'heure, c'était le premier à me demander une analyse, donc évidemment je vais répondre à sa demande en premier lieu. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un token très intéressant dans l'écosystème de la DeFi qui a pour moi beaucoup de potentiel. C'est une crypto que j'apprécie particulièrement et que je trouve très intéressante. Alors, on va reprendre un petit peu le graphe sur une base. D'accord? Donc là, on est en train actuellement de travailler dans cette zone. On va tout de suite identifier les niveaux les plus importants. Donc là, clairement, on va avoir un premier niveau décisif ici. Là, on va considérer que celle-ci est une zone aussi importante puisque ça correspond au range. Et là, on va avoir en mid-range une zone intermédiaire. Alors celle-ci, je vais vous la mettre sous forme de ligne. Voilà. Donc là, en fait, on a un gros range ici et on a un autre range ici. Donc là, c'est sur cette zone que nous, on va travailler pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, en H4, on voit qu'on est clairement baissier, mais qu'on vient de rebondir justement sur le bas de ce range. Donc que logiquement, on pourrait désormais se concentrer et regarder vers le haut, regarder la lune et regarder cette fameuse résistance des 2,50$. C'est effectivement, personnellement, ce que j'envisage pour le token. Comme je vous disais, parce que c'est un token qui est intéressant dans l'écosystème DeFi, qui a une bonne utilité et qui peut donc potentiellement nous faire de belles performances. Donc moi, si à première vue, je devais me positionner, je ferais quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre un SL très proche sous les précédentes mèches de liquidité et l'objectif, revenir chercher le top précédent. Vous pouvez très bien placer un TP intermédiaire sur ce niveau-là puisque vous voyez que ça sera une résistance assez importante. Donc là, rien qu'à première vue, j'ai envie de vous dire, l'analyse est plutôt simple. Maintenant, évidemment, il faut rentrer dans le détail et évidemment, il faut pousser un petit peu l'analyse. Mais moi, c'est pas le but ici. Je vous fais des analyses, on va dire, en surface et puis après, dans le serveur Discord, dans le VIP, je vous envoie des analyses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus approfondies pour vous apporter quelque chose de précis. Mais voilà, à première vue, si je devais prendre une position, ça serait quelque chose comme ça. On le garde de côté, on reviendra voir d'ici quelques jours et on verra si j'aurais eu raison ou pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse d'autre? Dites-moi un petit peu les amis. Tu utilises quel site pour voir le compte-rendu de la Fed? Je vais directement sur le site de la Fed, sur le site internet de la Fed en fait, regarde, hop, tu peux avoir accès directement au PDF du compte-rendu de la Fed. Après il est en anglais, il faut le traduire, mais voilà. BTC en H1. Alors, le BTC en H1, je l'ai regardé un petit peu ce matin et justement je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le BTC en H1, le truc c'est que je vous ai déjà fait une analyse tout à l'heure. Je vous ai expliqué où était la liquidité. Où était la liquidité et ce que BTC avait besoin de faire. Moi, je vous ai dit, mon scénario aujourd'hui sur BTC, c'est ça. Hop. Mon scénario sur BTC, c'est ça. Donc moi, ce que je veux, c'est que d'abord, on vienne récupérer la liquidité qu'on a à 29 200 et à 28 400 vers le bas, ce qui nous permettra par la même occasion de combler ici notre FVG. Et ensuite, de rentrer en longue avec deux objectifs, retest des 30 000 $, puis aller chercher vers les 32 000. Donc ça, c'est mon objectif. Maintenant, le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, en H1, Bitcoin semble plutôt haussier. Puisque
si on regarde BTC en H1, on dirait qu'il est en train de former une sorte de petit bull flag. Hop. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez? Ça fait une sorte de petit bull flag. Donc potentiellement continuation haussière. Alors on peut très bien aussi, en fonction de où est la liquidité, se dire que Bitcoin va en fait faire valider en quelque sorte son bull flag, venir chercher la liquidité à 30 400 et après aller chercher la validation de mon scénario. Ça c'est aussi tout à fait possible. Maintenant voilà, en H1 je reste plutôt en observation parce que je trouve que c'est assez compliqué d'identifier clairement un scénario. Par contre, comme je vous l'ai dit, en H4, mon objectif c'est d'attendre que Bitcoin revienne dans cette zone. On pourrait en fait, je sais que vous m'avez posé la question et vous m'avez dit mais pourquoi tu rentres pas en short ici? Parce que au vu de mon risque management, ça correspond pas. C'est-à-dire que moi ce que je veux c'est trader la tendance. La tendance elle est haussière, donc je vais privilégier des trades en longue, tout simplement. C'est 98 dans la même config que le QTI à peu près. Ouais, j'ai vu ça hier soir Trisco. Est-ce que vous intervenez sur les marchés en suivant les narratifs SMC ICT? Alors j'utilise les notions de SMC ICT parce qu'elles sont évidemment intéressantes. ICT est une très bonne méthode de trading que j'utilise évidemment. La SMC pour moi, les notions qu'il y a dedans, certaines sont intéressantes, mais la SMC c'est surtout du marketing. D'ailleurs, pour ceux qui, parce que vous êtes très nombreux à vouloir savoir ce que je pense de la SMC, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et aller voir la vidéo que je vous ai fait à ce sujet-là. Je vous avais fait une vidéo il y a 6 mois en vous donnant mon avis sur le SMC, les points positifs, les points négatifs, etc. etc. Donc si vous voulez savoir ce que je pense, etc., je vous invite à aller la voir. Si vous voulez savoir quelle stratégie moi j'utilise en termes de risque, en termes d'analyse, je vous ai fait une vidéo aussi il y a 4 mois où je vous dévoile ma stratégie de A à Z. D'accord? Donc je vous laisse aller voir ça. Vous avez toutes les vidéos de toute façon sur YouTube, vous pouvez aller voir tout ça. Vous avez le lien dans la bio. Salut Alex, tu pourrais analyser s'il te plaît le Arco en H4. Merci d'avance. Ouais Greg, alors attends parce qu'il y avait d'autres demandes d'analyse avant. Dites-moi s'il vous plaît, quand vous voulez que j'analyse, dites-moi sur quelle unité de temps. Si vous me dites juste un token sans unité de temps, j'analyserai pas. Désolé les amis, parce que en fait, ça se trouve vous voulez une analyse en H1 et puis moi je vais vous en faire une en daily, donc ça n'a pas de sens. Merci. Alors Greg, toi tu m'as bien dit. Donc, alors il y avait avant, il y avait un autre truc. Et il y avait le ARC de Kylian. ARC, Kylian demandait. Alors je trouve pas ARC. Ça n'existe pas ARC Kylian. Non, on n'a pas regardé le XRP encore, Moons. ZRX. Ah, tu voulais dire ZRX, ok. Alors, hop, on va regarder ZRX en H4. Alors, ZRX, bah tiens, c'est une configuration similaire à ce qu'on a pu voir sur d'autres alts. Alors, ouais. Où est-ce qu'il en est? Ok, donc là, on voit qu'il vient de passer sous la résistance, enfin, sous sa zone intermédiaire de range. Attends, je vais supprimer parce que ça me plaît pas forcément trop ce que j'ai fait. Bon, la charte est pas ouf, elle est un peu bizarre. On va regarder un peu. Ça, c'est un niveau important. Ça, c'est un niveau important. Là, j'ai envie de te dire, mon coco. J'ai envie de te dire. Alors là, si on prend cette impulsion haussière, on arrive sur les 61%. Si on prend celle-ci, on arrive sur les 50%. Ok. Et si on prend l'entièreté de l'impulsion haussière, d'accord. Ok, donc là on voit que sur du daily, d'accord. Donc on va regarder maintenant sur du H4. Oh là, la charte est vraiment pas belle. La charte est pas belle. J'ai envie de te dire, Kylian, sur le DZRX, que moi personnellement j'attendrais qu'on vienne chercher le support ici. Tu vois qu'en plus on a le nuage d'Ishimoku parfaitement dessus. Ouais. Là on a de la FVG en plus. Ah ouais, non, là il y a une très belle zone d'achat en fait. J'étais en train de me dire, mais là regarde-moi ça. Alors là la SVG on est déjà venu un petit peu la combler, mais il en reste ici. Alors attends, je vais mettre ça d'une autre couleur. Mais là, on a une superbe zone de FVG. Là vous voyez, c'est intéressant parce que on a vraiment une confluence en fait de plusieurs éléments. On est sur des, en traçant Fibonacci, on voit qu'on arrive sur des niveaux de rebond intéressants. On a les 50, en fait les 50%, 61% de Fibo sont dans cette zone. Regarde, hop, voilà. On a les 61%, 50% dans cette zone si on prend juste la fin de l'impulsion haussière. Mais si on la prend en entier, hop, on a les 50 ici et les 61% ici. Donc parfaitement dans notre zone. On a en plus de ça une zone de EVG à revenir combler,
un support en bleu ici. Et on a surtout le nuage d'Ishimoku. Donc je vais vous enlever certaines choses parce que ça fait beaucoup. Mais là, du coup, on a une superbe zone d'achat. On a une superbe zone de rebond. Donc là, sur ZRX, hop, bah effectivement, on peut peut-être imaginer quelque chose comme ça. Alors, évidemment, il faudra aller plus loin après dans la précision des TPSL, mais plutôt intéressant. Je précise encore une fois que toutes les analyses que je vous fais, tous les avis que je vous donne ne sont pas du conseil en investissement. Je vous partage à première vue mes avis sur les tokens que vous voulez qu'on analyse. Alors attendez, parce que du coup il y avait plein de questions. Excusez-moi les amis, hein. J'essaye d'analyser tout, mais je peux pas forcément tout faire. Alors BTC en H1, ceux qui me demandent, on l'a déjà vu, d'accord. Le Solana c'est pareil, on l'a déjà fait les amis. Donc je vais pas réanalyser plusieurs fois les mêmes tokens, hein. Quand vous me demandez, je le fais, mais je vais pas refaire à chaque fois les mêmes parce que sinon je vais pas m'en sortir. Solana à long terme, moi je suis assez pessimiste. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que Solana à long terme peut nous faire de belles choses, mais pour le moment je considère que Solana a trop de problèmes. Solana n'est pas assez performant, Solana n'est pas assez sécurisé. Donc personnellement c'est pas forcément une crypto sur laquelle j'investirais. Mais maintenant c'est vrai qu'il y a quand même un bel écosystème. Solana a une très grosse communauté, donc pourquoi pas? Ça va remplir la FVG et en order block très clair. Ouais, exactement Grégy. Exactement. Donc voilà. Je suis nouveau sur le trading, j'ai une question. Quel est l'indicateur intéressant dans le trading? Il y a plein d'indicateurs très bien, Keneshi. C'est à toi de les tester, de les appréhender et de voir lequel te correspond le mieux. Mais il n'y a pas d'indicateur miracle en fait. Tu crois qu'il retourne à son ATH le Solana? Pour le moment, j'en suis pas convaincu. Par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que Solana retournera à son ATH lors du prochain bull run. C'est possible. J'ai pas dit que c'était impossible. Mais c'est pas forcément la crypto sur laquelle je suis le plus confiant. Tout simplement. Alors, vous m'avez demandé le Gala en daily, l'or et le XRP. Alors, attendez, on va y aller petit à petit. On va commencer par un Gala en daily. Hop. Alors, Gala en daily, bah, vous voyez qu'on avait pris une super position sur le Gala. Je me rappelais même plus que je vous avais envoyé ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah mais si, je me rappelle. On s'était dit au début, ah on va se positionner là. Et puis après on s'était dit, ah non en fait, on va attendre qu'ils viennent chercher les 61% de Fibo. Vous voyez la précision d'un trade, comment c'est magique? Bon alors là après, en réalité, c'est un peu long. D'accord? C'est-à-dire que là, bon bah généralement quand vous arrivez ici, vous clôturez partiellement et vous mettez SLABE. D'ailleurs c'est ce que je vous avais conseillé de faire dans le Discord. Puis bah là, au bout d'un moment, quand c'est latéral comme ça, au bout d'un moment, il faut sortir. Maintenant, en daily, ce qu'on peut dire sur le Gala. Qu'on peut dire sur le Gala en daily, tac. Alors, là, il va falloir surveiller cette zone, ici. Je vais la remettre en bleu parce que ça, c'est pas de la FVG, c'est de la résistance. Donc attention, Gala qui arrive sur un niveau de résistance assez important. Donc, ok. Là, si on regarde ce qu'il a fait, on a très bien réagi sur les 50% de Fibo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Non, qu'est-ce que je pourrais dire sur Ishimoku, on est en plein dans le nuage. Là, je pense qu'on a une petite trendline. Ouais, en vrai, ce que j'ai envie de te dire, là, ça serait une analyse plus chartiste. Sachant que bon, on a quand même de la liquidité à revenir chercher là. Ici, elle a été comblée. Alors, attention tout de même, puisque ici... Vous voyez qu'on n'est pas venu combler trop la FVG, on a fait juste une petite touchette dedans. Pour moi, elle est toujours valable cette zone de FVG. Donc attention. Attention, parce qu'il y en a là aussi. Hein. Ouais. Attention. Bon après, vu le contexte de marché, évidemment on peut être plutôt bullish. Mais tant qu'en fait on va pas faire un break ici de ce niveau, parce que tu vois qu'il y a le nuage aussi qui sera cassé. Donc en fait tant qu'on va pas break ce niveau, faut regarder ce qui se passe en bas. Par contre effectivement, si derrière on casse ici, alors il y a une belle position à prendre je pense sur le Gala. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Mais pour moi, tant qu'on n'a pas break ce niveau, attention à tout ce qu'on a laissé en dessous.
Break résistance Ethereum en direct. Ok. On va dire ça. On va voir ça. Priorité au direct, les amis. Priorité au direct. On me dit dans l'oreillette qu'Ethereum est en train de break la résistance. Effectivement, ça y est, notre petit Ethereum qui se réveille enfin. Regardez-moi ça. Cette structure sur laquelle on butait depuis quelques jours vient d'être cassée. Alors évidemment, il va falloir attendre la confirmation de cette cassure en H4. Évidemment, il va falloir attendre la clôture de la bougie pour confirmer cette cassure. Mais là, du coup, ça sent très bon pour Ethereum qui devrait se diriger maintenant vers les 2000 $. Qu'est-ce qu'il fait Bitcoin? Bitcoin qui bouge pas trop, hein, c'est fou. Ethereum qui... Ah, est-ce que enfin, ça y est, on va avoir notre rotation vers Ethereum? Attention, ça va être intéressant. Attention, ça c'est une bonne chose, ça. Ça c'est une bonne chose, putain, il pousse bien. Hein. Il pousse bien. Ok, du côté du RSI. Ah, c'est intéressant ça. Comment on est du côté des volumes? Ok, ça commence à être pas mal en Ethereum. Je vais regarder la paire Ethereum BTC. Comment on est? Ah ouais, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Faudrait vraiment que l'idéal ce serait que ici sur la paire Ethereum BTC en fait on break justement aussi cette résistance. Et là derrière si on la break ça peut être très bullish. Ça peut vraiment être très bullish. Ok, bah écoutez les amis, bon alors là vous voyez qu'il reste encore 3 heures avant la clôture H4. Mais si on clôture ici au-dessus de ce niveau, alors là les amis il va falloir accrocher les ceintures parce que ça va décoller. Ça va décoller à mon avis. Mais alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure hein, sur la liquidité sur Ethereum. Autant je vous disais sur Bitcoin, attention, il y a des choses à revenir chercher plus bas. Autant je vous disais, regardez sur Ethereum, on n'a pas forcément trop de choses à venir chercher hein, en bas. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure quand on regardait l'Open Interest, c'était que on avait, en regardant un petit peu l'Open Interest, les volumes, etc., on se rendait compte que les traders sur le marché étaient plutôt dans une attente de performance d'Ethereum et plutôt dans une attente de sous-performance de Bitcoin. Alors effectivement il y a peut-être, comme tu le dis très bien Grégy, l'effet de digestion de la mise à jour. Donc c'est à dire que là maintenant que la mise à jour est implantée, ça y est, peut-être que du coup on a une réaction positive un petit peu décalée. Mais en tout cas très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Mais en M5 ou M1 tu vas voir. Ok alors attends. Ah oui d'accord. Alors attendez je vais me mettre sur un autre parce que là il y a ma position. Hop. Waouh! Oh les volumes de fou! Waouh! Ah ouais, alors ça c'est beau. Ça c'est beau les amis, regardez-moi la charte d'Ethereum, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors c'est dommage parce que là, c'est tellement allé vite que c'était compliqué de se positionner à la cassure. En soi ici, ça aurait pu être possible de rentrer ici, mais ça aurait pu être risqué. C'est beau. Alors par contre, attention, le problème c'est qu'on est en train de laisser plein de FVG. Alors attendez, on va se mettre même peut-être en M3. Non, ça c'est pas forcément utile. Regardez, ouais, c'est un petit peu ça le truc qui est dommage. C'est que là, on est en train de laisser plein de FVG là dans nos trucs là. Même ici, non, ici ça va. Mais là, on laisse de la FVG. Alors malheureusement, c'est une zone qu'il va falloir revenir chercher. Alors l'idéal, ce serait qu'on vienne la chercher maintenant. D'ailleurs, les gars, en vrai, j'ai envie de vous dire que si justement on revient là-dessus, on reteste et après on décolle, alors là il y a un long très intéressant à prendre. Mais je suis pas sûr qu'on y revienne tout de suite. Bon, de toute façon, il reste 4 heures avant la clôture de la bougie actuelle, hein, donc on va avoir le temps de voir. Mais si on revient vers les 1930 $ et qu'on réagit bien sur la zone, je pense que je re-rentrerai en long. En tout cas, je renforcerai ma position parce que vous le savez, je suis déjà en long dessus. Mais bonne nouvelle, très bonne nouvelle ça pour Ethereum depuis le temps qu'on attendait ça. Et puis ça va peut-être permettre, voilà, comme je vous le disais, aux alts aussi de performer. Et bah, vous voyez, par exemple ARB. Vous voyez le ARB sur lequel on avait pris position, c'était quand? C'était samedi dernier. Je vous ai envoyé le trade sur ARB. Hop, ça y est, le dernier TP vient d'être touché. Vous voyez, donc on était en position depuis samedi dernier, comme ça. Hop, on était parfaitement venu dans notre zone de TE. Et après, alors ça s'était fait en 2 temps. Et là, les derniers TP ont été touchés. Vous avez, même si vous aviez loupé la première entrée, vous pouviez vous repositionner mercredi, hier. Vous auriez gagné 2 fois le trade. Vous auriez pu gagner 2 fois le trade. Ça c'est fort ça. Vous voyez, je vous envoie un trade et
Quand je vous envoie un trade, vous pouvez gagner 2 fois dedans. On monte trop vite, pas hyper sain malheureusement. Ouais, c'est ça le problème. Départ de rotation sectorielle. Bah je pense effectivement qu'on a peut-être... il faudrait qu'on break la résistance que je vous montrais tout à l'heure sur la paire Ethereum BTC. Mais si ça se confirme effectivement et qu'on a une dominance du Bitcoin qui se stabilise, on va peut-être enfin avoir cette rotation. Ça fait... c'est quand que je vous ai sorti la vidéo sur la potentielle alt season. Ça doit faire 3 semaines maintenant. Ouais, ça doit faire bientôt 3 semaines que je vous ai fait cette vidéo où je vous dis il faut qu'on ait une rotation sur Ethereum pour qu'après on puisse avoir une alt season. Bah vous voyez, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais au final tout se passe parfaitement bien. Tous les L2 Ethereum vont bénéficier de la dynamique. Ah bah ouais, c'est sûr, toutes les cryptos de l'écosystème vont en profiter. Hein. C'est pour ça qu'on va avoir de belles performances. Mais comme le dit Théo, il faudrait qu'on retrace et que la montée soit saine et pas trop impulsive, parce que sinon en fait ça va être plus être contre-productif qu'autre chose. Les FVG, c'est des déséquilibres de marché. Fair value gap, en gros, c'est quand tu as un écart entre ta première bougie et la troisième dans une tendance haussière ou baissière. Par exemple, tu vois typiquement ici, sur ARB, on a de la FVG. L'écart entre cette bougie et celle-ci, ici, c'est une zone de FVG. Pour faire simple. Salut, tu as un Telegram? Non, tout se passe sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description, les amis. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Si tu repartais de zéro, tu te formerais avec quel trader et quelle formation? Avec moi et avec l'équipe Blockchain Capital. Tout simplement. Je repartirai avec l'équipe Blockchain Capital. Je pense qu'aujourd'hui, le projet qu'on a avec Théo, Nico, Gauthier, Mathéo, etc., c'est le projet parfait pour découvrir le monde des cryptos, découvrir l'investissement, la finance. On a des professionnels et des experts dans tous les domaines, trading, DeFi, éducation, etc. On a des analystes financiers de métier dans l'équipe. On a des traders. C'est pour moi, on est entre guillemets le projet parfait, l'endroit parfait. Tu trades le Forex? Un petit peu, mais c'est pas du tout ma spécialité. C'est plutôt Sandro de l'équipe Blockchain Capital justement qui va être spécialisé sur la partie Forex. Alors Alain, pour répondre à ta question sur la technique que j'utilise pour prendre des positions, tu vas sur la chaîne YouTube et tu vas voir cette vidéo. Ma stratégie. Hop, je vous ai fait une vidéo complète il y a 4 mois là, où je vous dévoile ma stratégie de A à Z. Alors évidemment c'est très résumé, mais je vous explique vraiment comment je fonctionne, autant en analyse technique, analyse fondamentale, macroéconomie, risk management, etc. FVG, démontage du carnet d'ordre. Voilà, c'est ça. En gros, on a un déséquilibre de marché qu'il va falloir revenir rééquilibrer, combler, afin de continuer à progresser et à évoluer à la hausse. C'est très important. T'as fait quoi comme étude? Alors même réponse, si vous voulez savoir mon parcours, je vous ai fait une vidéo complète aussi sur ma chaîne YouTube où je vous explique les études que j'ai fait, comment j'en suis arrivé là, et mon parcours un petit peu du haut de mes à peine 23 ans. Donc je vous laisse aller voir tout ça. De toute façon, dites-vous que la plupart des questions que vous allez vous poser, on vous a déjà donné les réponses sur YouTube, sur Discord, partout en fait où on est. Donc n'hésitez pas à être curieux, vous avez tous les liens de nos réseaux dans les bios, dans les descriptions. Soyez curieux et n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'on propose un peu partout et vous verrez que vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Évidemment, l'endroit principal que je vous recommande, c'est tout de même le serveur Discord puisque c'est là qu'est centralisée la majorité des informations, des compétences et des services que nous vous proposons. Donc voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, le marché nous fait des très belles choses. Le marché nous fait des très belles choses et ça, c'est vraiment sympa. Ouais, j'avais vu la question sur le C98 Deadpool. J'ai vu que tu avais épinglé. J'avais répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement, le C98 était dans une configuration similaire à ce qu'on pouvait voir sur le QTY. Donc voilà. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on a à peu près fait le tour aujourd'hui. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, l'inflation, le compte rendu de la Fed, on a fait de l'analyse technique, on a fait de la prise de position en direct, on a fait un point sur les différents marchés. Ah bah non, c'est ça qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas trop regardé justement les autres marchés. Bah on va terminer par ça, j'ai en plus répondu à beaucoup de vos questions. Alors, pour les marchés, bon, on voit que le DXY est toujours en chute libre, d'accord, il vient de casser, il est en train de casser un nouveau plus bas, donc ça c'est très intéressant, et du coup ça devrait lui permettre de venir chercher la zone objective, enfin l'objectif qu'on s'est fixé depuis quelques jours qui est à 100,9 points. Donc ça c'est bien puisque ça laissera encore une fois de la place pour le marché action, pour les cryptos et les matières premières. Alors pour le marché action, attention Nasdaq qui est toujours sur sa résistance des 13 000 $. S&P 500 qui arrive lui sur la résistance intermédiaire des 4160, donc il va falloir rester prudent.
Et du côté du gold, et bah ça se passe à merveille, on est toujours en longue dedans et on s'approche très très rapidement de nos derniers TP. Voilà les amis, bah, je pense que j'ai fait un petit peu près le tour, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après de ce live sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce qui a été dit. On se retrouve nous en live un petit peu plus tard dans la journée, aux alentours de 14h15. Pourquoi? Puisque cet après-midi, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir les résultats du chômage américain, comme tous les jeudis à 14h30, et les prix à la production. Donc 14h15, vous serez en live avec moi pour suivre ces résultats en direct. À 16h, vous aurez un live sur la DeFi avec Mathéo. À 18h, vous aurez un live sur les shitcoins avec Théo. De 19 à 20, vous aurez un live avec Gauthier et Théo pour discuter un petit peu du projet, de l'investissement, de la finance des cryptos en général. Et ce soir, pour ceux qui sont VIP sur Discord, comme tous les jours, vous avez accès à vos cours du soir. Exceptionnellement, il n'y aura pas de cours du soir demain. C'est exceptionnel tout simplement parce qu'on n'est pas dispo. Mais vous aurez à la place un live sur notre partenaire Harmonia Capital. Donc voilà, gros programme de live, beaucoup de contenu encore aujourd'hui. Donc je vous laisse aller voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper. Merci à toi, je reviendrai car c'est très complet, maîtrisé et humble. Merci beaucoup Grégy, ça fait extrêmement plaisir ton message. Et bienvenue à toi et à très vite. Donc voilà, si vous avez davantage de questions, parce que j'ai pas pu répondre à tout, venez les poser dans le serveur Discord. On est là avec toute l'équipe de Blockchain Capital pour vous y répondre. Donc venez voir ça. Je vous ai demandé quel broker utilisez-vous pour le trading. Alors pour la crypto, j'utilise BitGet et pour le Forex, j'utilise IronFX avec MetaTrader et Ethereum qui continue de s'envoler les amis. Ethereum qui continue de s'envoler. Le gold, on vient de le regarder. On vient de le regarder le gold. Vantage ou eToro, ça n'a rien à voir, mais les deux sont pas ouf selon moi. Par contre, attendez les gars, c'est un truc de fou ce qui se passe sur Ethereum. C'est en train de décoller à une vitesse de fou. 10 sur 10, merci à vous. Merci beaucoup. Regardez Ethereum. On est en train de totalement break. Et ça se trouve, on va valider totalement la position. On va venir chercher les 2000 $ dans la journée. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est super intéressant, c'est une belle performance là. On va se régaler les amis. On va se régaler, moi je vous le dis. Mais en tout cas, pour ne rien louper, rejoignez Discord, abonnez-vous. Venez nous poser vos questions dans le Discord. On vous partage des analyses, des prises de position, des compétences, des connaissances, des actualités. On répond à vos questions. Il y a toute l'équipe de Blockchain Capital qui est à votre service, qui est à votre disposition. Donc venez nous voir. Les liens sont dans la bio et dans la description. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de matinée. On se retrouve à 14h15 en live. Et on se retrouve juste après le live sur les différents réseaux. Comme le dit Grégy, n'hésitez pas à prendre vos profits si vous êtes en position en longue sur Ethereum et sur les autres cryptos, les autres assets en globalité. Prenez soin de vous. À tout à l'heure. C'était Alex pour Blockchain Capital.